Yo, est-ce que vous savez si les poissons sont capables de ressentir de la douleur? Non. Eh ben, moi non plus. Et ça paraît fou, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique. Certains chercheurs pensent que les poissons ne ressentent pas la douleur de façon consciente, tandis que d'autres pensent qu'ils sont sensibles, comme vous et moi. Ou d'ailleurs comme notre cher Gustave, qui a d'ailleurs très mal à la tête ces derniers jours. Et qui dit douleur dit Doliprane. En tout cas, c'est le réflexe de beaucoup de Français quand ils sont mal. Parce que le Doliprane et autres confrères sont les médocs les plus consommés dans notre pays. 500 millions de boîtes vendues en 2013. Attends, 7 fois plus de boîtes que d'habitants? Exactement. En fait, on consomme ça un petit peu comme des Smarties. Eh bien, normalement, on ne doit pas prendre plus de 3 voire 4 comprimés par jour. Maximum, soit l'équivalent de 4 grammes. Mais bon, comme Gustave a très mal à la tête, je propose de lui donner, 4 fois la dose maximum, soit 16 grammes en une prise. Vous voyez, par exemple, là, dans une boîte, il y a 8 gélules de 1 gramme, donc on lui donne 2 boîtes et le compte est bon. Bah, tu sais, c'est un médicament en vente libre, ça va rien lui faire. Eh bien, j'ai pas envie de trop te spoiler, mais tu es très très loin du compte. Du coup, je vous le précise, ne faites surtout pas ça chez vous, même si c'est très accessible. Il vaut mieux tester ça sur des gens à qui on ne tient pas, comme Gustave. J'ai jamais eu d'atome crochu avec lui, quoi. C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. Alors qu'est-ce que ça va faire d'excéder la dose maximum? Va-t-il être malade? Va-t-il agoniser comme un chien? Va-t-il crever la gueule ouverte? Eh bien voyons voir ça tout de suite. Avaler 2 boîtes de Doliprane, ça fait quoi? Très bien, ne perdons pas de temps, Gustave, on va directement te donner les 2 boîtes complètes de gélules. Hop là, donc du coup tu vas nous avaler les 16 grammes. Voilà, avec un verre d'eau ça passe mieux. Non. Comment ça, non? Gustave, je te rappelle quand même que t'as mal à la tête. Tu sais ce que c'est, mal à la tête? C'est quand même très très désagréable, quoi. Ah d'accord, pardon, autant pour moi. C'est peut-être pas à l'aise avec le fait d'avaler tout ça par voie orale. Et en même temps, je te comprends, parce que moi, pendant très longtemps, j'avais du mal je vais le dire, à avaler, quoi. Oui, là, c'est gênant. Hein. En tout cas, ok, pas de souci, Gustave, je comprends si tu es un petit peu gêné, mais on peut te les filer aussi par suppositoire. Ah, ok, bon, très bien, en fait, tout allait bien, quoi. Tu préfères la voie orale, très bien. Donc voilà, tu viens de t'enfiler donc 16 grammes de paracétamol qui sont en train d'entamer un long trajet dans ton corps. Parce que oui, en fait, quand on dit Doliprane, c'est une marque, mais il y en a plein d'autres. Comme par exemple le Dafalgan, l'Efferalgan, le Fervex, l'Actifed, la Lamaline, le Rhinofébral, le Claradol et tant d'autres. Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. Et tout ça, eh bien, ils contiennent du paracétamol. C'est toujours cette même molécule. Et encore, parce que le paracétamol, c'est le nom raccourci. Parce que la molécule s'appelle en réalité le para-acétylaminophénol. Et c'est grâce à elle que le mal de tête de Gustave va passer dans quelques dizaines de minutes. 2 heures sont passées et qu'est-ce que je disais? Eh bien, Gustave, oui, il n'a plus mal à la tête là. Et d'ailleurs, c'est cool parce que le paracétamol est aussi très efficace pour lutter contre la fièvre. En fait, globalement, il fonctionne avec énormément de douleur. Et c'est pour ça qu'il est si vendu. Mais bon, le hic avec le paracétamol, c'est que ça ne s'attaque pas à la cause du problème. Si par exemple, vous avez mal à cause d'un bras cassé et que vous prenez un Dafalgan, je vous le donne en 1000, mais le bras restera cassé. En fait, c'est juste le symptôme qui va s'estomper. Autrement dit, ce n'est pas un traitement. Le Doliprane, c'est plus un truc qu'on est censé prendre en attendant d'être soigné. Et le prendre temporairement et à une petite dose. En fait, jamais plus de 1 gramme, c'est-à-dire un comprimé d'un coup. Pas comme Gustave qui vient d'en prendre 16 d'un coup. Et d'ailleurs, même en une journée entière, on ne doit pas en prendre autant. Mais bon, comme d'habitude, Gustave n'en fait qu'à sa tête. Et oui, mais en même temps, je lui ai bien dit qu'il abusait, mais il a insisté. Wallah, tu mens, frère. Bah, ça fait déjà 2 heures et il a l'air d'aller très bien. Je t'avais dit que c'était pas dangereux. C'est vrai que pour l'instant, Gustave se porte comme un charme. Mais cet état de grâce risque de ne pas durer. Effectivement, lorsque le corps digère, ou plutôt qu'il métabolise le paracétamol, il y a un déchet qui est produit, le NAPQI. C'est l'abréviation pour N-acétyl-P-benzoquinonimine. Un déchet vraiment traître car les premiers signes de sa toxicité se manifestent tard, plusieurs heures après l'ingestion du paracétamol. C'est-à-dire quand il est souvent trop tard pour faire un lavage d'estomac. Et le pire, c'est que les premiers signes d'intoxication sont hyper banals. Gustave va petit à petit commencer à se sentir un peu fatigué. Il va perdre l'appétit, avoir ensuite des petits vertiges, un petit mal au bide, des petites palpitations. Enfin, bref, un léger état de malaise qui ne fait pas du tout penser à un problème grave au début. Bref, c'est l'état de quelqu'un de malade, quoi. En général, les personnes qui en sont à ces premiers signaux d'alerte ne se déplacent malheureusement pas aux urgences. Voilà, ça a l'air vraiment un peu osef, quoi, on s'en fout. Surtout que l'intoxication provoque parfois aussi des troubles de la mémoire. Donc, si le malade se rappelle même plus qu'il a pris du paracétamol, ça ne va pas aider à prendre des bonnes décisions. En réalité, c'est à partir de 24 heures après la prise qu'il commence à y avoir des symptômes vraiment préoccupants. Toi, par exemple, Arnaud, c'était quoi le max de Doliprane que t'as pris?
En une fois, hein. Je te renvoie peut-être la question. Combien t'en as pris? C'est pas vraiment impressionnant, mais il voulait que je la mette sur YouTube. Bon allez, revenons à nos 16 grammes avec Gustave. Il se porte de moins en moins comme un charme. Là, il est fébrile, en hypoglycémie, et il commence à avoir le teint jaunâtre. Et tout ça, je le précise, bien sûr, ce sont des symptômes provoqués par le fait d'avoir avalé trop de Doliprane. D'ailleurs, la peau jaune, eh bien c'est pas bon signe. En fait, c'est typique des problèmes hépatiques, c'est-à-dire les problèmes de foie. Ah, et d'ailleurs, je précise aussi, mais Gustave vomit. En fait, on peut même dire qu'il est bien en train de gerber ses tripes, le cochon. Et à ce stade, une analyse de sang montrerait clairement que son foie fonctionne anormalement. Et par conséquent, on pourrait lui administrer un antidote au poison, au NAPQI. Sauf que Gustave, il ne va pas se faire analyser. Il va pas faire d'analyse sanguine. Comme nombre en fait d'intoxiqués au paracétamol qui ne s'en rendent pas compte à ce stade. Et ouais, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas conscience d'en avoir trop pris. En fait, hop, un gramme par là, tu te le fous dans le cul ou dans la bouche et puis c'est avalé quoi. Bon, du coup, en réalité, personne ne prend autant de Doliprane que Gustave une fois. Sauf évidemment pour essayer de se suicider. La plupart des gens sont en surdose accidentelle. Imaginons par exemple un patient lambda à qui le médecin va prescrire un antalgique puissant comme du tramadol pour calmer une douleur quelconque quoi. Le gars prend donc son tramadol et ça ne suffit pas. Il a encore mal. Du coup, il se dit tiens, je vais peut-être me rajouter du paracétamol. Et hop là, il prend 3 Doliprane en plus par jour. A priori, ce monsieur a respecté les dosages. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a déjà du paracétamol dans son tramadol. Et du coup, en vrai, il y a plein d'autres médocs comme ça où on se doute pas forcément qu'il y en a. D'où l'intérêt quand même de lire un petit peu les étiquettes pour ne pas se retrouver en surdose. Car une surdose, même légère, au bout de plusieurs jours, voire semaines, ça finit malheureusement par avoir des effets semblables à la grosse prise unique de Gustave. Parce que tout ça, ça peut s'accumuler. Au bout de 3-4 jours, ça ne va plus du tout. Et pourtant, comme je l'ai dit, ça fait déjà 3-4 jours que Gustave n'a plus avalé ces 2 boîtes. Mais les effets, comme vous l'avez constaté, mettent du temps à se déclencher. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Là, d'ailleurs, les vomissements s'aggravent, la jaunisse aussi, c'est-à-dire en fait le teint jaune, évidemment. Mais il y a aussi un nouveau symptôme bien plus alarmant et qu'on appelle gentiment l'hémorragie. En fait, concrètement, là, Gustave a un mal de ventre infernal. Donc ça saigne littéralement dans son bide. Il arrive à ce moment-là qu'il y ait aussi le pancréas et les reins qui dysfonctionnent. Et là, je ne sais pas si vous arrivez déjà à sentir un peu l'odeur du décès qui pointe à l'horizon. Ouais, ça sent fort là. Yes, je plus sois. Et d'ailleurs, cette histoire, ça me fait penser à ce qui était arrivé à une certaine Naomi Musanga il y a quelques années. En fait, c'est une femme de 22 ans qui a appelé les urgences dans un état similaire à celui de Gustave. Et au bout du fil, la standardiste qui sert à réguler lui a gentiment dit d'aller se faire enculer. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Bon, c'est pas exactement les termes, mais vous avez vu l'idée. Le fait est qu'elle n'a pas pris son cas suffisamment au sérieux. Suite à ça, l'appel a été rendu public et la réaction de la standardiste fait froid dans le dos. Madame, j'ai très mal. Oui, vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Mais c'est horrible! Oui, surtout quand on sait qu'en fait, Naomi est décédée à la fin de cet après-midi-là, après avoir été finalement admise à l'hôpital. Mais c'était trop tard, et elle a laissé une petite fille de 17 mois derrière elle. Et du coup, la première autopsie a conclu à une intoxication au paracétamol. Des conclusions qui n'ont malgré tout pas valeur de preuve, puisqu'elles ont été livrées 7 mois après le décès et contredites par la suite. Les parents de Naomi ont notamment été sceptiques, puisque d'après eux, leur fille connaissait les doses limites. Et même si on n'a pas de certitude absolue dans son cas précis, en fait le scénario du paracétamol reste quand même crédible. Surtout qu'elle n'est pas la seule à qui c'est arrivé. En 10 ans, il y a déjà eu 100 000 personnes qui ont été admises aux urgences pour intoxication au paracétamol. Et ça, rien qu'en Australie. Et du coup, ouais, c'est très fréquent. Et même quand on connaît les posologies. Du coup, je le répète, mais même un excès léger peut entraîner des gros problèmes s'il est maintenu pendant plusieurs jours ou semaines. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'on peut même se retrouver en urgence vitale sans dépasser les doses recommandées. En tout cas, dans le cas des personnes à risque. À risque, c'est-à-dire? Eh bien, par exemple, tout bêtement, si tu viens de boire beaucoup d'alcool ou que tu en bois régulièrement, ça fatigue le foie et ça fait que tu peux finir aux urgences si tu rajoutes à ça du paracétamol. Même en dose normale. D'ailleurs, pareil pour les gens anorexiques ou en jeûne ou en insuffisance rénale. Ceux aussi qui sont trop vieux. Bref, ils sont plus sensibles à la toxicité. Du coup, voilà, je peux vous le dire, ne guérissez jamais une gueule de bois avec du Doliprane. C'est pas la meilleure idée du monde. Bien! On en est au 5e jour avec ce petit Gustave et désormais, il est pris en charge à l'hôpital. Ah, ça me rassure. Alors quand même, attention parce que prise en charge, ça veut pas dire sauver.
Et là, bah, je vous le dis, entre-temps, il a fait ce qu'on appelle une hépatite fulminante. En fait, ça veut dire que son foie est tout bonnement en train de se nécroser. Et ça, je vous le dis, c'est très grave. Car, bah, en fait, voyez-vous, on ne peut pas vivre sans foie. C'est un petit peu l'organe aux 1000 fonctions. Il stocke les nutriments, le fer, contrôle les graisses, il élimine les toxiques. Et le foie de Gustave est tellement endommagé que notre cher cobaye risque bientôt de tomber dans le coma. Ah bah justement, en parlant du loup, ça y est, il vient de tomber dans le coma. Tout ça avec seulement 16 grammes de paracétamol? Bon, en même temps, faut dire que Gustave s'était collé une bonne grosse race la veille de l'expérience, le moment où il avait avalé les 2 boîtes. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas joué en sa faveur. Mais le résultat est là. Et il n'y a maintenant plus qu'une seule chose qui puisse le sauver, la transplantation hépatique, qu'on appelle aussi du coup greffe de foie. Arrivé en fait à un certain stade, bah le foie, ça ne guérit pas tout seul. Et donc là, à ce niveau-là, bah, c'est la transplantation ou le décès. Il n'y a plus trop d'autres options. Là, d'ailleurs, vous vous dites que c'est quand même très rare d'en arriver à ce point-là. Mais pas tant en fait. D'ailleurs, je vous laisse deviner quel est le premier motif de greffe de foie en France. Le paracétamol? Exactement. En fait, 20% des greffes y sont liées. Du coup, ça fait dans les 200 à 300 greffes par an, pour vous aider à situer. Et c'était par exemple ce qui était arrivé à Moussa, un exemple parmi d'autres, qui lui aussi avait 22 ans, comme la Naomi qu'on avait vue tout à l'heure. En fait, le jeune homme n'était pas très à jour et n'avait pas de mutuelle lorsqu'il a développé une rage de dents très douloureuse, qui fait que suite à ça, il a commis l'erreur de calmer la douleur avec du Doliprane. Mais le souci, c'est que c'était devenu une habitude. Une habitude d'ailleurs plutôt inutile car au final, la cause de sa douleur n'était pas traitée. Le Doliprane ne pouvait pas retirer la rage de dents. Il ne faisait que retirer le message douloureux. Mais bref, il a continué. En fait, certains jours, Moussa prenait jusqu'à 7 comprimés, c'est-à-dire quasiment une boîte entière. Et même si en théorie, la dose létale, c'est 10 comprimés, soit 10 grammes, bah vu qu'il a répété l'opération pendant des jours et des jours, eh bien son foie a fini par craquer. Et ce matin-là, il s'est littéralement effondré, pris de douleur au ventre. Il a perdu connaissance peu de temps après. Et fort heureusement pour lui, un donneur a été trouvé et Moussa a été greffé 2 jours plus tard. D'ailleurs, exactement comme Gustave, qui vient d'ailleurs de se réveiller. Alors vous vous dites peut-être que c'est un happy ending, mais c'est quand même dommage d'en arriver là par manque de précaution, quoi. Surtout qu'une transplantation hépatique, ça n'a rien d'anodin. Il faut passer le reste de sa vie à prendre des médicaments anti-rejet qui provoquent tout un tas de problèmes, comme le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale. Puis globalement, après la greffe, on a plus de chances d'avoir toutes sortes d'infections et même d'avoir des cancers. Et donc en réalité, en termes de chiffres, 10% des transplantés décèdent dans la première année après la greffe. Et presque d'ailleurs la moitié décèdent dans la décennie qui suit. Bref, aussi miraculeuse qu'elle soit, cette opération doit rester un plan B. Parce que le plan A, c'est la prévention et d'éviter d'avaler trop de paracétamol. Parce que évidemment, c'est un super antidouleur, mais son utilisation doit rester très parcimonieuse et surtout temporaire. En fait, ça ne doit jamais devenir une habitude. D'ailleurs, faites bien attention aux doses qui dépendent aussi de votre âge et de votre poids. Par exemple, les 3 grammes par jour, c'est uniquement valable pour les adultes de plus de 50 kg et en pleine santé. Les athlètes, les mecs hyper musclés, un peu comme moi, vous voyez. C'est cela, oui. Mais si vous êtes plus léger ou à risque, je vous laisse quand même vous référer aux posologies, aux avis des pharmaciens. Voilà. Bref, ce n'est pas un médicament qu'il faut s'interdire de prendre. Il est quand même très efficace et tout se passe bien quand on reste dans les clous. Mais quand on dépasse les bornes, ça ne pardonne pas. En fait, c'est une molécule qui a ce qu'on appelle une marge thérapeutique très faible. C'est-à-dire que la dose où tout se passe bien et la dose où tout part en couille, elles sont sacrément proches. Voilà, typiquement rien que 2 fois trop de paracétamol et vous êtes déjà dans une merde noire. En atteste Moussa et plein d'autres. Bon du coup j'arrête le paracétamol. Maintenant, dès que j'ai mal, ce sera aspirine. Ouh là là, malheureux, ne fais pas ça. Puisque c'est encore pire, parce que les anti-inflammatoires ont beaucoup plus d'effets secondaires globalement. En fait, si vous cherchez la molécule miracle qui n'a pas d'effet secondaire, il n'y en a pas. Comme on le dit, c'est la dose qui fait le poison.